habiter sous l'eau n'est peut-être plus une utopie. Une équipe à la pointe de l'innovation pourrait bientôt transformer ce rêve en réalité. Un architecte de renom qui a réalisé de nombreuses constructions terrestres a imaginé une luxueuse villa flottante avec un étage entièrement immergé dans le monde sous-marin. On dit qu'il est impossible de vivre sous l'eau. Notre objectif est de rendre ce rêve réalisable. Mais apprivoiser la mer représente un défi de taille. Non, 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 remontez-le, remontez-le! Qui risque de faire plonger toute l'équipe. Par là, corrigez-moi ça! Et de faire échouer un projet de plusieurs millions de dollars. Ce sont des tonnes d'eau qui font pression. La moindre faille pourrait faire exploser la vitre et faire couler toute la construction. Non, pas par là! Tu vas pas de ce côté! Il y a une fuite sur la vitre arrière. Elle pourrait chavirer. Ça ne doit pas arriver. Voici le Floating Seahorse, l'hippocampe flottant, une construction de l'impossible. Dubaï, octobre 2015. Marco Bolzoni, un architecte italien de 44 ans, s'est lancé 9 mois plus tôt dans la conception d'un projet différent de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Dans ma carrière, j'ai réalisé quelques projets spectaculaires, mais celui-ci est absolument unique. Ce projet s'appelle le Floating Seahorse, l'hippocampe flottant. C'est un bateau maison de luxe, une habitation flottante, mais avec un plus. Le Floating Seahorse est une première. Une villa qui flotte sur l'eau, avec un niveau inférieur immergé qui offre une vue sur le monde sous-marin, les poissons, les coraux. Nous avons eu cette idée. Maintenant, il s'agit de la concrétiser. Marco dessine des villas de luxe depuis 20 ans, mais elles ont toutes été construites sur la terre ferme. Jamais sur l'eau ou sous l'eau. J'ai l'impression de revenir à mes débuts. J'ai très peu d'expérience et je dois compter sur d'autres personnes pour me montrer comment je dois m'y prendre. Du point de vue de la construction, c'est une grande première, une entreprise à haut risque. Si Marco arrive à ses fins, le Seahorse sera une résidence flottante réellement exceptionnelle. Au ras des flots, le niveau intermédiaire comprendra un espace séjour et salle à manger, ainsi qu'une cuisine. Les baies vitrées panoramiques donneront sur un solarium équipé d'un filet suspendu au-dessus de l'eau. Le niveau supérieur se composera d'un espace de détente couvert, avec une kitchenette et un jacuzzi à fond transparent. Mais le clou de la villa se trouve au niveau inférieur. Une chambre sous-marine et une salle de bain attenante avec baignoire îlot, d'où l'on aura une vue imprenable sur un jardin de coraux privatif. Le Floating Seahorse est la réunion de deux mondes. La possibilité de vivre en contact direct avec la mer, tout en profitant du confort d'une résidence de luxe. Compte tenu de la forme de cette chambre sous-marine, le Seahorse ne pourra pas se déplacer comme un bateau. Il sera en permanence amarré dans des eaux calmes, au large d'une île du golfe Persique, avec 90 autres villas flottantes identiques. Le concept est pour le moins audacieux. Pourtant, Marco Bolzoni est tellement convaincu que son bâtiment flottera qu'il a décidé de sauter une étape. Au lieu de faire une maquette à l'échelle, il passe directement à la construction d'un prototype grandeur nature. Quel que soit le temps que l'on passe à dessiner, à faire des plans et des calculs, il y aura toujours un problème qu'on n'avait pas prévu. Alors autant construire directement un prototype. 4 semaines plus tard, sur un chantier naval de Dubaï, débute la construction du prototype grandeur nature. Première étape,
la construction de la chambre sous-marine. 3 de ces parois seront faites de feuilles d'inox qualité marine. La 4e, 2 plaques acryliques formant une baie vitrée d'un seul tenant ouverte sur l'océan. Au-dessus de l'eau, une superstructure en acier émergeant du pont en teck offrira 2 niveaux d'espace de vie ultra luxueux. Au bout de 6 semaines, l'ossature en acier du Seahorse est presque terminée. Oud Eilal, qui supervise la construction du prototype, travaille dans l'industrie du bâtiment depuis une trentaine d'années, mais il n'a jamais participé à un projet aussi révolutionnaire. Quand on l'a conçu, on ne savait pas s'il serait possible de réaliser cette forme. Mais après bien des efforts, on a finalement réussi. Tandis que les soudeurs ajoutent d'autres panneaux d'acier à la superstructure, l'aménagement de l'intérieur a déjà commencé. « 35 ouvriers de 8 corporations différentes, entre autres des spécialistes de la construction navale et des marbriers, travaillent jour et nuit pour donner corps au projet fou de Marco. À ce stade, le projet a déjà coûté 21 millions de dollars. Ça, c'est de la construction. Mais ce n'est plus de mon âge. 60 de ces villas, d'une valeur de 3 500 000 $ chacune, auraient déjà été vendues sur plan uniquement grâce au marketing, alors que le prototype n'a même pas encore été mis à l'eau. L'enjeu est colossal. Surtout que rien ne garantit que le Seahorse flottera. Le plus grand défi qui nous attend, c'est la réalisation de la partie sous-marine. Pour tout ce qu'il y aura sous l'eau, je suis moi-même encore dans le flou. Je dois donc faire confiance aux ingénieurs et essayer de trouver avec eux le processus qui permettra de réaliser quelque chose de solide et de sûr. Marco et ses ingénieurs ne craignent pas que le Seahorse sombre, mais qu'il manque de stabilité sur l'eau. Il va falloir lester la chambre sous-marine pour qu'elle reste bien immergée, car les étages supérieurs ne sont pas assez lourds pour la maintenir sous la surface. Imaginez, c'est comme lorsque vous êtes dans une piscine et que vous essayez de pousser un ballon sous l'eau. Si vous le lâchez, il ressort automatiquement. Pour lester le Seahorse, ils vont installer un ballast en acier de 60 tonnes sous la chambre. Ainsi, le bateau, une fois terminé, pèsera au total 235 tonnes, l'équivalent d'une dizaine d'autobus. S'ils ont bien calculé, cela devrait suffire pour assurer la stabilité du Seahorse et maintenir sa partie inférieure sous l'eau. On ne pense pas qu'il puisse arriver quoi que ce soit de tragique. On est certain qu'il va flotter. On est plutôt confiant. Mais en l'absence d'une maquette à l'échelle pour faire des essais, il ne reste qu'un moyen d'en avoir le cœur net. Il faut maintenant mettre le Seahorse à l'eau. Il n'est plus question de reporter les essais. C'est maintenant qu'il faut les faire. Si le prototype flotte, l'équipe projette de démarrer immédiatement la production à grande échelle pour satisfaire les clients qui ont déjà payé des acomptes. Dans le cas contraire, il faudra renvoyer le projet au bureau d'études et affronter la colère des investisseurs qui sont très nombreux. Il faut qu'on s'occupe très vite des sols et de l'étanchéité. Il va falloir d'autres échafaudages mobiles, en alu léger. Cela abîme tout et commence à rouiller. On va les virer. Les plafonds, ils sont au même niveau à l'intérieur et à l'extérieur. Les plafonds? Oui. Ça et ça, c'est au même niveau, oui.
Marco va profiter que Udailal fasse sa scrupuleuse inspection du bâtiment pour lui montrer la partie de son œuvre dont il est le plus fier. Tu es déjà monté sur le toit? Tu m'emmènes? Allez, on y va. Ce toit en porte-à-faux est exceptionnel. C'est l'escalier qui mène au paradis. Il pèse 3,5 tonnes et ne s'appuie que sur un côté de la construction. Imaginez une table à laquelle on enlève 2 pieds et qui tient encore debout. Ça a été un sacré challenge pour l'ingénieur structure. J'y tenais beaucoup et il a finalement accepté de le faire. Et après, je lui ai demandé de faire une ouverture au milieu. Mais il a fait un travail remarquable, c'est presque de la magie. Moi-même, je ne savais pas si c'était possible. Mais voilà, il est là, sous nos pieds. Sur le chantier naval de Dubaï, on s'active. La villa flottante de luxe avec vue sous la mer devra être prête et mise à disposition des acheteurs dans moins d'1 an. Pour répondre à la demande, ce prototype sera le premier Seahorse à être vendu. Il doit donc être parfait. Les aménagements intérieurs sont loin d'être finis, c'est un souci, j'avoue. Quand on débourse plus de 3 millions de dollars pour une maison, on est en droit d'attendre des équipements de haute technologie. On a les fournitures pour faire le câblage électrique derrière? Oui. Une fois achevé, le Seahorse sera relié au réseau électrique de l'île près de laquelle il sera amarré, dans le golfe Persique. Cette alimentation fera tout fonctionner à bord, des stores automatiques jusqu'au jacuzzi à fond transparent. Tous les câbles ont été testés. Pendant que Marco et Uday préparent le Seahorse pour sa mise à l'eau, un acteur essentiel pour l'avenir de cette villa flottante arrive sur le chantier. Omour? Bonjour Oud. Ça va? Omour Sainoglu est l'homme qui délivrera la certification du Seahorse. Il n'autorisera la mise à l'eau du prototype que si celui-ci remplit tous les critères de sécurité requis. Il n'existe pas de projet facile. Ils ont tous leur complexité, mais celui-ci est unique au monde. La tâche ne sera pas simple. On fera cependant ce qu'il faut pour la mener à bien. Il ne manque que l'élément essentiel du Seahorse, l'argument de vente numéro 1 de cette villa flottante, la baie vitrée de la chambre sous-marine. Le verre classique n'est pas assez flexible. Il pourrait voler en éclats. Il a fallu se rendre à 4000 km de là, près de Rome, où se trouve le fabricant spécialisé dans les baies vitrées pour aquarium. Il a trouvé la solution. Des panneaux acryliques de 9 cm d'épaisseur fabriqués sur mesure, au prix de 50 000 $ le panneau. Léo Munzi et ses collaborateurs vont devoir fabriquer un produit sans aucune imperfection. Quand on a reçu le projet de Marco, l'architecte du Seahorse, je me suis dit « Ah, encore un type qui veut faire une chose qui ne verra jamais le jour ». Mais une seule réunion m'a suffi pour comprendre que c'était très sérieux. Depuis 40 ans, la société Clax Italia repousse toujours plus loin les limites de la production de panneaux en acrylique. Elle a équipé, entre autres, les galeries géantes de l'Aquarium des Deux Océans, au Cap, en Afrique du Sud. Mais le Seahorse représente un défi sans précédent pour Clax Italia. La fissure la plus infime dans la baie en acrylique pourrait provoquer une catastrophe. Le pire qui puisse arriver avec une baie en acrylique, c'est qu'elle explose sous la pression de ces tonnes d'eau. Il faut qu'elle n'ait aucun défaut, car si jamais elle explosait, toute la structure coulerait. Pour éviter un tel risque, l'équipe va procéder à de méticuleuses vérifications tout au long de la fabrication. Pour fabriquer chacun des panneaux panoramiques, on coule une résine acrylique transparente dans des moules qui sont ensuite chauffés à 350 degrés dans un four industriel afin d'éliminer les bulles d'air présentes dans le mélange. Puis, on procède à un refroidissement de haute précision.
Tout cela doit se faire dans un intervalle de température très précis. Si on est au-dessus ou en dessous, on risque de perdre toute la production. Une fois chaque panneau contrôlé et approuvé, l'étape suivante consiste à le poncer pour lui donner la forme répondant précisément aux exigences de Marco Bolzoni. Dans les eaux peu profondes de Dubaï, la pression de l'eau est d'environ 1,3 bar. L'architecte veut que chaque panneau puisse résister à une pression 10 fois supérieure à cela. Il mise sur une sécurité maximale. On doit être irréprochable de A à Z dans le processus de production. Il nous a fallu 40 ans pour bâtir notre réputation. Une seule erreur la ruinerait à jamais. Trois semaines après avoir quitté l'usine proche de Rome, les panneaux acryliques fabriqués sur mesure sont livrés dans le port de Dubaï et mis en place sur le Seahorse, avec l'aide d'une équipe italienne venue tout spécialement. Pour assurer l'étanchéité, ils utilisent le mastic en silicone le plus puissant qui existe. Et bien sûr, il faut soigneusement tester les joints de la chambre sous-marine avant la mise à l'eau. S'il doit y avoir un accident, il sera moins désastreux et moins coûteux sur la terre ferme. Vous avez ici un manomètre de pression. Les joints sont faits et le niveau sous-marin est complètement isolé, étanche à l'air. On a injecté de l'air à l'intérieur, une pression de 0,13 bar, et on attend 1 heure. Si l'aiguille du manomètre descend, c'est qu'il y a une fuite quelque part. La mise en pression continue. Marco aussi est sous pression. Encore un peu. On est à 0,13 bar. On a arrêté le compresseur. Maintenant, il faut garder l'œil sur le manomètre pendant au moins 1 heure. Mais voilà qu'au bout de 5 minutes, le manomètre descend. Si le manomètre descend, c'est qu'il y a une fuite d'air dans la chambre sous-marine, donc qu'elle n'est pas étanche. Elle était pleine, mais plus maintenant. Phil, viens voir! Si le Seahorse était amarré près de son île, il prendrait l'eau. Heureusement qu'on s'en aperçoit avant la mise à l'eau. Ça aurait été bien pire. Maintenant, il faut localiser la fuite. On a un trou, comme quand le pneu d'un vélo est crevé. Pour une construction aussi futuriste, la méthode de détection est singulièrement artisanale. De l'eau savonneuse. L'air pressurisé va sortir par la fissure et former des bulles à la surface. On procède effectivement comme pour localiser un trou dans la chambre à air d'une bicyclette, mais à très grande échelle. Et ici? Après 5 heures d'investigation, J'ai des bulles. la fuite est enfin repérée. Vous la voyez? C'est une grosse bulle. Un examen plus précis révèle que le joint de silicone n'a pas tenu. L'équipe silicone va devoir revenir réparer. Pour avoir la certitude qu'il n'y a pas d'autre fuite, la recherche de bulles continuera toute la nuit. Le lendemain matin, l'équipe silicone est de retour sur site. 3 jours plus tard, les joints ont durci et on peut reprendre les tests de pression. De nouveau, de l'air est injecté dans la chambre sous-marine et Marco soumis à un insoutenable suspense. La pièce maîtresse de son œuvre est-elle vraiment étanche cette fois? Je suis sûr que le test sera concluant cette fois. Au bout d'1 heure, la pression de la chambre sous-marine reste bien à 0,13 bar. Au moins, on a réussi à assurer l'étanchéité du niveau sous-marin. C'est déjà ça. Enfin, le Seahorse est presque prêt pour sa mise à l'eau. Janvier 2016. Plus que 3 jours avant la mise à l'eau du prototype grandeur nature du Seahorse pour un test sur le terrain, c'est-à-dire dans la mer.
L'essai que l'on fait maintenant doit nous permettre de définir les priorités, en particulier les choses qui ne peuvent pas être faites une fois que le Seahorse sera dans l'eau. Avec le test de l'eau, on va savoir si la maison flottante reste stable dans l'eau. Chaque partie du Seahorse a été conçue pour lui assurer une bonne stabilité. Pour que les résultats du test soient significatifs, il est essentiel que tout soit en place, y compris les revêtements muraux et les sols en marbre d'Italie, qui doivent tous être impeccables si l'on ne veut pas décevoir les clients. Renvoyez-les. Marco a repéré un problème. Vous marquez au stylo tous les défauts, les rayures, tout ce qui ne va pas. C'est un très beau marbre, un produit haut de gamme en conformité avec le projet. Mais il n'a pas été traité avec le souci de qualité nécessaire. Il y a plein de marques de meulage. On les signale avec un stylo pour qu'ils sachent quelles plaques devront être éliminées lors de la pose. Mais pour l'instant, on est obligé de les installer. Pendant qu'une équipe peaufine l'intérieur, arrive une importante livraison de matériaux destinés aux aménagements extérieurs du Seahorse. Ces plaques de béton spéciales formeront le socle du jardin de coraux de la villa. Le Seahorse sera soumis au mouvement des marées, mais grâce au jardin qui lui est attaché, il bénéficiera d'une vue permanente sur la faune marine, quel que soit le niveau où il se trouve par rapport au fond marin. Mari Goharain, spécialiste de biologie marine, a été chargée de donner corps aux images conçues par ordinateur. J'aménage le paysage sous-marin, c'est-à-dire que j'installe les coraux devant la baie vitrée de la villa. C'est une première pour moi. Non seulement le jardin de coraux offrira une vue unique depuis la chambre, mais il jouera aussi un rôle clé dans le lestage du Seahorse. Une villa comme celle-ci ne peut pas couler. Elle devrait flotter complètement à la surface. Il faut donc lui ajouter beaucoup de ballast si on veut que la baie vitrée de la chambre soit sous l'eau, pas au-dessus. Laissons un instant le Seahorse entre les mains des ouvriers pour aller rencontrer au large une autre équipe qui œuvre à la réalisation du rêve sous-marin de Marco. On élève des coraux pour recréer des habitats aussi naturels que possible. Les coraux attirent les poissons. Adrian Evans et son équipe de plongeurs entretiennent les pépinières de coraux qu'ils ont créées de toutes pièces dans le golfe Persique. La température et la salinité de l'eau sont trop élevées ici pour que le corail s'y épanouisse naturellement. Il faut constamment l'aider à survivre. On a un peu moins de 2000 pouces de corail ici. On fait rarement de l'élevage à une telle échelle. La pépinière se compose de 20 cages immergées à 3 mètres de profondeur seulement. Ainsi, les coraux bénéficient de la lumière du soleil. Si ces eaux sont troubles, c'est qu'elles transportent des micro-organismes dont les coraux, d'ailleurs, se nourrissent. La plongée d'aujourd'hui a pour but d'inspecter certaines cages et de débarrasser les coraux des algues qui s'y accrochent et qui peuvent les empêcher de pousser. Adrian et ses collègues se donnent beaucoup de mal pour que ce corail se développe. Seulement, il ne pousse que très très lentement. Mais justement, ils ont l'intention d'essayer une méthode révolutionnaire qui pourrait accélérer sa croissance. Un beau jour de février 2016, à 6 h du matin, le site où est construit le Seahorse est en pleine effervescence. Sur la baie vitrée. D'accord. Faudrait l'enlever, s'il vous plaît. Oui, oui.
C'est aujourd'hui que le Seahorse va être mis à l'eau dans un des docks du chantier naval. Marco Bolzoni, son concepteur, va enfin savoir si son premier projet de villa flottante flotte comme il se doit. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La mise à l'eau du Seahorse, enfin. Il y a encore beaucoup à faire à l'intérieur. Il a fallu embaucher des renforts. On a 50 ouvriers maintenant et comme vous voyez, tout le monde est en plein boom. À partir de maintenant, les choses vont s'accélérer. Plus qu'1 heure avant que le Seahorse entame son bref voyage sur l'eau. Et il y a encore une foule de choses à faire. J'espère seulement qu'on n'aura pas de problème. Une fuite, par exemple. Mais non, c'est peu probable. Tandis que Marco s'occupe des derniers petits détails, le chef du projet, Uday Hilal, essaie de fixer l'heure du lancement. Je vais aller voir l'officier de port. On ne sait pas. On saura à 9h30 s'il y a un créneau possible. Le transport de la villa jusqu'au dock est une opération titanesque qui va obliger le chantier naval le plus dynamique de Dubaï à s'arrêter. Chaque bateau dispose d'un créneau d'1 heure, pas plus. Donc, l'équipe du Seahorse doit être prête en temps et en heure. Sinon, le rendez-vous sera reporté de plusieurs semaines. La tension est palpable. L'habillage des câbles sera terminé aujourd'hui? Je n'ai pas l'impression. La tension est extrême, là. On est tous sous pression. D'après les tests, l'étanchéité devrait être parfaite. Mais ce que je veux, c'est voir le Seahorse flotter, et flotter comme il faut. Si ça ne marche pas, alors là, on aura vraiment de gros ennuis. Tout le monde accélère les derniers préparatifs. Et Uday reçoit enfin la confirmation que le dock est à leur disposition. On a un créneau que nous a accordé l'officier de port pour emmener le Seahorse et le mettre à l'eau. Il n'y a pas de temps à perdre. On a une fenêtre d'1 heure et il faut encore l'acheminer jusque là-bas. Après 8 semaines de construction, la structure étanche et presque tout l'aménagement intérieur du Seahorse sont achevés. À présent, on va voir s'il mérite bien son nom d'hippocampe flottant. La première étape du trajet jusqu'à l'eau est un voyage de 80 mètres sur des rails. Le Seahorse a été construit sur un chariot géant et le dock est quadrillé par un réseau de rails et d'aiguillages pour déplacer les bateaux sur la terre ferme. Sous l'œil inquiet de Marco, un chargeur frontal vient pousser le chariot et le Seahorse se met en mouvement pour la première fois. C'est émouvant. C'est un grand moment. Beaucoup d'émotions. Jusqu'ici, tout va bien. Le Seahorse arrive au bout de la première étape. Le chargeur frontal pousse à présent la structure haute de 10 mètres sur une plateforme coulissante géante. Celle-ci va faire parcourir au Seahorse les 450 mètres qui le séparent du bout de la cale sèche. La plateforme est conçue pour déplacer des navires de 6000 tonnes. Alors transporter le Seahorse, plus le chargeur, plus une équipe de 50 personnes, ne lui pose aucun problème. Le voyage sur la plateforme s'arrête là. Le Seahorse n'est plus qu'à 80 mètres de l'ascenseur qui le fera descendre dans l'eau. Ça devrait être réjouissant, mais en fait, ça me fait penser à un enterrement. C'est bizarre de nous voir tous là en train de le suivre, comme si on marchait derrière un corbillard. 20 minutes plus tard, le Seahorse est chargé sur l'énorme ascenseur à bateau. Une plateforme capable de porter des bâtiments de 6000 tonnes pour les mettre à l'eau ou les sortir du dock situé 6 mètres plus bas.
L'instant est crucial pour toute l'équipe. Mais le plus anxieux de tous, c'est Marco. Évidemment, on espère qu'il n'y aura aucune fuite. C'est l'inquiétude numéro 1, savoir s'il est étanche. La chambre sous-marine descend tranquillement sous l'eau. À l'intérieur, l'équipe chargée de l'étanchéité scrute la baie vitrée sous toutes les coutures. La chambre est à moitié immergée quand soudain... Marco! Mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Il y a une fuite dans la baie, Quoi? au niveau de la salle de bain. Importante la fuite? Oui, On va voir, mais une fuite. Une fuite dans la chambre censée être étanche, le pire des cauchemars. Mais interrompre les essais maintenant ferait perdre plusieurs semaines. Oui, d'accord. La fuite a été colmatée. Bon, on le met à l'eau quand même, et on voit ce qui se passe. Uday annonce sa décision à Marco. On va le descendre doucement et voir s'il y a d'autres fuites. Croisons les doigts. C'est une opération très risquée, compte tenu qu'il y a encore une équipe à bord. non, remontez-le, remontez-le. À mesure que le Seahorse descend dans l'eau, Il penche bizarrement, c'est surprenant. le bâtiment commence à pencher dangereusement. Ce n'est pas normal. Ce balancier laisse penser qu'il y a eu des erreurs de calcul dans la répartition du ballast. Maintenant, c'est à Umur Sahinoglu, l'agent de certification, de décider si la mise à l'eau peut continuer sans risque. Je sais, attendez. Remontez. Qu'est-ce qu'on fait? La fuite plus le balancier, on arrête là. Le Seahorse penche tellement maintenant qu'il menace de chavirer. Il reste des membres de l'équipe à bord. Umur n'a donc pas d'autre choix que d'interrompre l'essai. Là, la priorité, c'est d'assurer la sécurité des gars qui sont à bord. C'est pour ça qu'on arrête l'opération. On a une inclinaison de 9 degrés, et s'il le descendait plus bas, il pourrait chavirer. Pour éviter qu'il y ait des victimes, il faut stopper tout de suite. C'est un coup très dur pour toute l'équipe. C'est terrible ce qui nous arrive. C'est triste, bien sûr. Les deux choses que l'on redoutait le plus se sont produites. Une fuite dans la salle de bain et une mauvaise répartition du ballast. La fuite dans la baie vitrée est un souci, bien sûr. Mais l'inclinaison du Seahorse laisse craindre un gros défaut dans la conception même de la structure. Si une meilleure répartition du ballast ne résout pas le manque de stabilité, il faudra revoir entièrement le projet qui a déjà coûté 20 millions de dollars. Au large, dans le golfe Persique, l'équipe des aménagements marins a 60 jardins de coraux à créer. Les fragments de corail élevés dans la pouponnière commencent à grandir. Mais l'équipe se demande combien de temps cela va prendre. On nous a demandé de fournir une énorme quantité de coraux. C'est une mission difficile. Il va falloir qu'on utilise les technologies les plus avancées si on veut produire autant de coraux. Pour accélérer le processus, Adrian et Danny Naud, les responsables des aménagements sous-marins, ont adopté un système qui permet de multiplier par 8 le taux de croissance des coraux. Ils les fixent sur des structures métalliques traversées par un courant de faible intensité. Le récif électrique, long d'une 60aine de mètres, a été implanté à 5 mètres de profondeur. Sur cette armature métallique faiblement électrifiée, se produit une électrolyse qui attire le calcaire en suspension dans l'eau. Cette accumulation de calcaire est propice à la culture du corail.
On accroche de jeunes pousses sur les structures électrifiées et le tour est joué. Cette technique de pointe permet d'éviter les maladies des coraux et de les faire croître à une vitesse inégalée dans la nature. Il suffit pour cela d'avoir en permanence un courant de 12 volts. Ces batteries suffiront largement pour alimenter le récif une nuit entière. Et le lendemain, elles seront rechargées par les panneaux solaires. Le système est en place. Reste à savoir si le récif électrique permettra d'assurer la productivité exigée par le projet. Voilà maintenant 3 semaines que le Seahorse a failli chavirer lors de sa première mise à l'eau. Marco a eu la confirmation que cela s'était bien produit à cause d'une mauvaise répartition du lest de la chambre et du socle en béton du jardin de coraux. Les 10 tonnes de ballast ont donc été réparties différemment et la fuite de la baie vitrée a été colmatée. Marco estime que le problème est désormais résolu. On a eu des problèmes, mais ils ont finalement été identifiés et résolus. Donc, je suis optimiste. Le Seahorse retourne à l'eau. Dans la chambre sous-marine, toute l'équipe d'experts ainsi que Marco guette les éventuelles fuites. C'est la sécurité qui prime pour nous. Donc on y va doucement, Marco est à l'intérieur, espérons qu'on aura une bonne stabilité. Le Seahorse descend encore. Les joints des baies vitrées tiennent bon. Mais... Raj, attends! Quand la coque se pose à la surface, la structure s'incline vers l'arrière. Il faudrait qu'il soit parfaitement horizontal. Lors du premier essai, on avait une inclinaison à tribord. Ce problème est résolu, mais maintenant, il y a un déséquilibre à l'extérieur de la structure. Même s'il était confiant dans la résolution des problèmes de stabilité, Marco a installé par précaution un dispositif d'équilibrage. 4 citernes de ballast suspendues aux 4 coins de la coque. L'équipe n'a qu'à pomper de l'eau dans les 2 citernes arrière et à en remettre dans celle de l'avant. Ce système de redistribution du poids permet de régler avec précision l'équilibre du Seahorse. Ça m'a l'air bien. Enfin, le Seahorse flotte correctement. Il aura fallu 6 semaines de plus pour en arriver là. Mais le prototype est quasiment prêt à quitter la cale sèche. Les derniers essais auront lieu au large. La villa flottante, avec sa chambre sous-marine, une construction totalement inédite, est en route pour la haute mer. Mais comme elle ne dispose d'aucun moyen de propulsion, il faut l'aider un peu. Une flotte de remorqueurs, utilisée d'habitude pour remorquer des pétroliers, va tracter le Seahorse sur une plateforme semi-submersible jusqu'à sa destination finale. Une île artificielle en forme de cœur, située à 4 km au large de Dubaï, qui deviendra à terme une colonie de 90 hippocampes flottants. Une fois à proximité de l'île, la villa flottante sera immergée et amenée vers les hauts fonds où elle sera définitivement ancrée. On est presque arrivé au but. Dans peu de temps, on mettra le Seahorse à flot. On a fait venir pour cette manœuvre délicate un expert conseil maritime, Spyros Sokaris. On fait ça en douceur. Allons-y. Rien n'est facile en mer. Il faut toujours être très prudent et y aller petit à petit. Le vent est imprévisible. On doit aussi avoir une longueur d'avance sur lui, si possible. Une fois la plateforme flottante en position, Spyros ordonne à son équipage d'ouvrir les caisses de flottabilité. À mesure qu'elles se remplissent d'eau de mer, la plateforme descend dans l'océan.
Quand le Seahorse commencera à flotter, il sera remorqué vers le large par 15 mètres de profondeur. C'est alors qu'il sera le plus vulnérable. Laissons-lui le temps de trouver son équilibre. Ensuite, on l'attachera au drag et on entamera le remorquage pour le conduire à sa place. Cette maison flottante n'est pas faite pour voguer comme un bateau. Elle n'a ni coque hydrodynamique, ni proue, ni poupe. Des vagues ou même une forte houle pourraient la déséquilibrer complètement. On n'a pas le droit à l'erreur. Les plongeurs et les ingénieurs qui sont dans la chambre sous-marine doivent faire passer le Seahorse de la plateforme flottante à l'eau sans perdre de temps. C'est un sans faute jusque-là. Tout se passe comme sur des roulettes, mais je me tiens prêt à corriger la moindre erreur. Désormais, seul un système de poulies et de cordage permet de manœuvrer la luxueuse villa. Maintenant qu'elle est bien arrimée, les plongeurs peuvent s'en approcher. Leur travail consiste à guider le Seahorse pour le faire passer de la plateforme à l'eau libre. Est-ce qu'il flotte? Vérifie avec les plongeurs. Est-ce qu'il est dans l'eau? Attends, le plongeur vérifie. Bien, il flotte complètement. Le Seahorse flotte, c'est vrai, mais légèrement de travers, une fois de plus. Il penche de l'autre bord maintenant. L'équipe doit très vite le remettre d'aplomb en vidant ou en remplissant les caisses de flottabilité. Remplissez la caisse, vite! Le Seahorse est sur le point de chavirer. Spyros et Marco n'ont plus qu'à espérer que le rééquilibrage des caisses de flottabilité suffira. Enlevez-moi de l'eau de ce côté. Allez mon vieux, allez! Il bascule de l'autre côté, ok? Il remonte par là. Il se redresse. On le voit de ce côté. Allez mon vieux. Au bout de 10 longues minutes, le Seahorse a retrouvé une inclinaison qui le met hors de danger. C'est un bâtiment très sensible. Et dès qu'on le laisse un peu du mauvais côté, il fait n'importe quoi. Il flotte et il a presque retrouvé son horizontalité. Fermez les manifolds! On va commencer l'opération! C'est maintenant ou jamais. Spyros va diriger la manœuvre qui éloignera le Seahorse du large et le conduira dans le calme des hauts fonds où on le mettra à l'ancre. Allez de l'autre côté! Tout le monde de l'autre côté! 2 remorqueurs vont tirer le Seahorse sur les 200 mètres qui le séparent de son mouillage. Durant cette manœuvre de haute précision, les 2 remorqueurs doivent avancer ensemble. Au moindre écart, cet ouvrage de plusieurs millions de dollars serait disloqué. Tire-le tout droit. Non, Chantos. Mets-le bien dans l'axe. Écarte-le de là. C'est parti. Tire-le vers le chenal. Oui. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Non, par là. Tu vas pas de ce côté. Tu vas par là. Oui. Pour l'instant, le Seahorse est toujours en eau libre et il doit affronter des vents de 30 km/h. C'est pas bon ça. Hé, par là, je vous dis. Corrigez-moi ça. Les 2 remorqueurs ont du mal à contrôler la situation. C'est le vent qui le fait dévier. De l'autre côté maintenant. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Bande d'amateurs. Ils ne comprennent rien. Il faut qu'on vienne. Spyros en a assez vu. Allez, on y va. Il est temps qu'ils prennent le relais. Ne bougez plus. Oui. Il approche son bateau pour manœuvrer le Seahorse lui-même avant qu'il ne lui arrive malheur. Vous êtes pas mal là. Parce que le vent, oui, vous êtes bien. Allez, avancez. Paolo, donne un peu de mou au cordage. Et tire maintenant. C'est bon. Au bout de 45 minutes de manœuvre, le Seahorse est hors de danger. Il est en bonne voie. Il est au bout du voyage et Spyros peut enfin souffler.
C'était limite. C'était difficile. C'est une structure fragile qui réagit bizarrement. Dieu merci, on y est arrivé. Maintenant, on va l'équilibrer une bonne fois pour toutes et ce sera fini. Il est arrivé à bon port. Voilà 6 semaines que le Seahorse est amarré près de son île artificielle au large de Dubaï. Les finitions sont terminées, les équipements posés, la villa de luxe scintille à l'horizon. Des contrôles quotidiens ont confirmé qu'elle était parfaitement étanche. Le prototype fait ses preuves. La production à grande échelle va commencer tout de suite afin d'installer ici même une colonie d'hippocampes flottants comme celui-ci. Afin que les acheteurs découvrent ce à quoi ils auront droit pour 3 500 000 $, Marco a fait dans cette coquille vide des aménagements qui donneront envie à certains d'y passer des vacances de rêve. Le Seahorse est enfin devenu ce que nous imaginions. C'est magnifique. À l'intérieur, le marbre et le teck poli contribuent au caractère luxueux de l'ensemble, tout en ayant l'avantage de résister aux températures élevées, comme à l'air salin. Ici, au niveau de l'eau, on a un espace de vie, un salon, un coin salle à manger et une kitchenette. Je suis content qu'on ait réussi à garder cette luminosité. C'est grâce à la baie vitrée qui laisse entrer cette jolie vue. La vue, depuis les 2 niveaux supérieurs, est splendide, mais celle d'en bas est absolument hallucinante. Et voici le plus beau de tout, la chambre sous-marine. C'est pour ce spectacle à couper le souffle que l'on a conçu le Seahorse. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. C'est la première chambre au monde qui offre une vue pareille. La structure elle-même a un succès fou auprès de la faune marine qui afflue vers ce nouvel habitat. Le seul problème maintenant est de faire en sorte que cette baie vitrée hors de prix reste propre pour que l'on puisse continuer à profiter de la vue. Plus vous tondez votre gazon, plus il repousse. Le problème est le même sur le Seahorse. Il faut continuellement enlever les algues et les bernacles qui adhèrent à la vitre et bouchent la vue. Pour que la baie vitrée soit impeccable, il faudra qu'une équipe de plongeurs spécialisés vienne la nettoyer tous les jours. Les gens qui ne sont pas familiers du milieu marin seraient surpris de voir le temps que l'on passe à nettoyer. Tout ce qui pousse naturellement sur ce genre de structure pose un vrai problème. Il faut être richissime pour assumer le budget du lavage des carreaux. Mais sans cela, la vue à couper le souffle serait obstruée par les algues en quelques jours. Aux yeux de Marco Bolzoni, ce n'est pas cher payé pour profiter d'une vue aussi exceptionnelle. C'est à croire que les poissons apprécient le Seahorse encore plus que nous. Dès qu'on l'a mis dans l'eau, ils se sont rassemblés autour pour créer ce spectacle magnifique. On a sous les yeux cette eau qui voudrait rentrer dans la pièce. Je suis très heureux du résultat et de tous les retours positifs des gens qui sont venus le visiter. C'est vraiment très émouvant d'être ici, à l'intérieur de cette idée, de ce concept devenu réalité. J'en suis très fier.